Coucou Péra, oui, encore. L'histoire des États-Unis, encore. Et je dirais même qu'il y en a encore beaucoup. Mais il va falloir que je trouve un autre thème, un truc un peu plus marrant. Je sais pas quoi, je sais pas, faut que je réfléchisse. J'ai peu de temps encore, mais je trouverai bien. Du coup, je pense que tu en avais un petit peu marre du diaporama tout pourri que j'avais trouvé. Et là, j'en ai retrouvé. C'est pas un autre diaporama, c'est en fait, on va dire, l'image de la vidéo, de la musique que je mets depuis les 2 dernières vidéos. C'est-à-dire juste un ruisseau. Je suis désolée, j'ai pas d'inspiration, j'ai pas envie de trop chercher aussi. Donc voilà, excuse-moi. Mais t'as quand même ta petite histoire, hein, donc faut pas trop pousser mémé. Hein. Tac, ta petite musique. Alors, on était là. Alors, de 1865 à 1918. Alors, l'âge d'or, 1865-1901. L'expansion territoriale. En 30 ans, les Américains réalisent leur destinée manifeste et prennent possession de l'immense territoire situé à l'ouest du Mississippi au détriment des Indiens. Grâce au développement des lignes de fer, ranchers et farmers nourrissent le continent. La conquête de l'Ouest s'accompagne, comme dans la première moitié du XIXe siècle, de la spoliation des Indiens. Encore un mot que je ne connais pas, ça. Le gouvernement fédéral retire aux Indiens des terres précédemment concédées par un traité, ce qui provoque de nombreuses révoltes. En 1867, le Congrès décide de concentrer les Indiens dans 2 réserves, les Collines Noires, dans le Dakota et l'Oklahoma. En 1871, il renonce à la politique des traités qui, de toute façon, sont toujours violés. La volonté de pacification du Congrès n'empêche pas les guerres indiennes de continuer. En 1874-1875, les Indiens de la Red River engagent 14 batailles contre l'armée. Malgré quelques victoires éclatantes comme celle de Little Big Horn en 1876, les Indiens ne peuvent résister. L'extermination des bisons, la poussée des colons, les massacres de l'armée ont raison d'eux. Les autorités tentent de pratiquer alors une politique d'assimilation. Elles s'en prennent à la propriété collective traditionnelle et obligent à partir de 1887 les Indiens à recevoir une part de terre tribale, le reste revenant à l'État fédéral. La construction de voies ferrées transcontinentales permet de surmonter l'obstacle des distances géographiques. La réalisation du premier chemin de fer transcontinental, l'Union Pacific Central, c'est l'Union Pacifique, et il l'appelle Central Pacifique. Ouais, un truc de genre là, je ne sais pas. En 1869, entre Omaha et San Francisco, marque une date importante dans la conquête de l'Ouest. D'autres lignes transcontinentales sont achevées avant la fin du XIXe siècle. Le Great Northern... Voilà, hein? J'espère qu'ils vont pas leur demander celui-là, parce que alors là, je ne sais pas comment on dit Northern, je sais pas, un truc comme ça. Entre Saint Paul et Seattle en 1893, oh putain, le mot que j'ai dit tout à l'heure, hein? Pacifique de Chicago vers le nord-ouest en 1881. L'Atchison, Topeka, Santa Fe entre Kansas City et Los Angeles et San Francisco et la... putain, bon... On peut pas passer cette phrase-là parce que je la comprends. Il y a trop de... Voilà. Hein. De toute façon, tu retiendras pas. Puis je te filerai le lien. Hein. Alors, les compagnies de chemin de fer sont les grandes bénéficiaires de la ruée vers l'ouest. En effet, dès 1862, le Congrès leur concède 10 sections alternées, soit 640 arts de part et d'autres de la ligne à construire. Entre 1850 et 1871, la compagnie de chemin de fer reçoit
181 millions d'acres en tout. Elles les revendent avec un important bénéfice aux agriculteurs. En pleine guerre de sécession, en 1862, Lincoln signe le Homesteading Act. Il permet à chaque famille pouvant justifier qu'elle occupe un terrain depuis 5 ans d'en revendiquer la propriété privée, et ce dans la limite de 160 acres, soit 65 hectares. Si la famille y vit depuis moins de 6 mois, elle peut aussi, sans attendre, acheter des terrains à un prix relativement faible de 1,25 $ par acre. Ça peut pas être appliqué ici. Ce serait bon, quoique j'ai pas envie d'acheter l'appart, mais toujours ça. Cette loi ne sera pas étendue aux Noirs après leur émancipation. Pourtant, en 1867-1885, les terres de l'Ouest ne sont pas occupées par les farmers, mais par des éleveurs de bovins. C'est au sud du Texas qu'apparaissent les premiers grands troupeaux. Les éleveurs peuvent réaliser des bénéfices importants en vendant leurs bêtes sur le marché du Nord. Ceci explique la grande transhumance des lieux d'élevage aux gares situées plus au nord, à Abilene ou à Wichita. Je ne savais même pas lire ça. Mais les bêtes perdent du poids pendant le voyage. Les éleveurs prennent l'habitude d'acheter le bétail au Texas et de l'engraisser dans les pâtures. Alors, les rigueurs de l'hiver 1886-87, en tuant un grand nombre de bovins, mettent fin à l'empire du bétail et à la période des pionniers du Far West. Les fermiers s'installent progressivement, entourant leurs parcelles de barbelés et repoussant les troupeaux plus à l'ouest. Le dry farming et l'utilisation de blé dur permettent à ces régions semi-arides d'obtenir une forte productivité. En 1890, la fin de la frontière, c'est-à-dire du front de colonisation, est proclamée. Cette nouvelle provoque un choc dans l'opinion publique américaine. La conquête de l'Ouest a eu comme conséquence l'augmentation considérable du nombre des agriculteurs, alors que leur nombre diminue ailleurs. Celui de la surface cultivée, le triplement de la production agricole. Les États-Unis deviennent le premier producteur mondial de coton, de céréales et de bovins. L'industrialisation et ses conséquences. Certains traits propres aux États-Unis expliquent la vigueur de l'industrialisation. La rareté de main-d'œuvre a comme conséquence une mécanisation et une standardisation précoce. Les innovations techniques et l'emploi de machines-outils y sont donc plus importants qu'ailleurs. En 1860-1890, le nombre de brevets déposés passe de 5 000 à 25 000. Plus vite qu'en Europe, les produits sont destinés au grand public et non à l'élite. Le téléphone, dont l'invention est alors attribuée à Alexander Bell, est diffusé à 1 million d'exemplaires en 1900. Les industriels du Nord ont fait adopter par le Congrès des droits de douane exorbitants, 47% en moyenne sur les importations. Enfin, la forte augmentation de la population permet de fournir la main-d'œuvre nécessaire au développement industriel. Les mutations économiques. Les années qui suivent la fin de la guerre de sécession sont celles où le chemin de fer est roi. Des milliers de kilomètres de voies ferrées sont construites jusqu'à la fin du XIXe siècle. En 1900, 200 000 miles de lignes de chemin de fer couvrent le territoire américain, dont 5 transcontinentaux. La production sidérurgique et le commerce se trouvent ainsi stimulés. Il existe une concurrence sauvage entre les entreprises. Dans les chemins de fer, la guerre des tarifs fragilise les compagnies. En effet, dans les lignes soumises à la concurrence, les compagnies baissent leurs tarifs et vont jusqu'à vendre à perte pour capter la clientèle, quitte à se rattraper sur les lignes où elles n'ont pas de concurrence. Lors de la crise économique de 1873, beaucoup sont acculés à la faillite et sont rachetés à prix bas. Les autres préfèrent signer des accords secrets pour se partager le marché, mais ces accords ne fonctionnent vraiment qu'en période de prospérité.
La période se caractérise en outre par une tendance à la concentration des entreprises qu'il est possible d'attribuer au désir de contrôler le marché, de faire des économies d'échelle et aux capitaux de plus en plus importants qui nécessitent le développement industriel. Ce Gilded Age, donc l'âge doré, est marqué par les titans de l'industrie que sont Rockefeller, Astor, Vanderbilt, Carnegie ou encore Morgan. Le cas le plus connu est celui de Rockefeller qui rachète les droits de vote des actionnaires d'une quarantaine de compagnies pétrolières pour les contrôler. Ces dernières forment un trust sous sa direction. Il forme 33 des 55 raffineries qu'il détient et grâce aux économies d'échelle réalisées, engrange d'immenses profits. À la fin des années 1880, une quinzaine de trusts se sont ainsi constitués. En 1890, la loi Sherman interdit les trusts. Les capitaines d'industrie choisissent alors la holding comme forme de concentration. Rockefeller préfère développer la Standard Oil du New Jersey parmi toutes ses compagnies. En 1897, cette dernière contrôle 83,7% du raffinage du pétrole. La compagnie Carnegie fournit 25 à 30% de l'acier américain. Elle possède aussi des mines de charbon, de fer et ses bateaux Elle possède aussi ses mines de charbon et de fer, ses bateaux et ses trains. Pourtant pas compliqué, mais j'ai pas su bien la lire celle-là. La compagnie Carnegie est ainsi un remarquable exemple des mouvements de concentration orientale et verticale du capitalisme américain. Entre 1860 et 1890, la production industrielle est multipliée par 11. Les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de charbon. L'industrialisation profite surtout au nord-est des États-Unis qui concentre 75% de la production. Le Sud a développé des industries de transformation mais reste sous la dépendance économique du Nord. Les bouleversements économiques et sociaux. Entre 1860 et 1900, 14 millions d'immigrants arrivent aux États-Unis fuyant l'Europe en raison des mauvaises conditions économiques et sociales, des troubles politiques et ou des persécutions religieuses. Grâce à cette immigration, la population des États-Unis passe de 31 millions en 1860 à 50 en 1880, 76 en 1900. À partir des années 1840, les Britanniques laissent peu à peu la place aux autres immigrants. Les Allemands, qui sont chassés par la misère résultant de la désorganisation politique de leur région et persécutés religieusement, les Irlandais, victimes de l'une des plus terribles famines du XIXe siècle en raison de l'apparition d'une bactérie détruisant la pomme de terre, leur production et l'aliment de base, et dans une moindre mesure les Scandinaves. Puis, à partir des années 1880, les immigrants sont eux-mêmes remplacés par d'autres immigrants. Les Italiens, issus majoritairement des régions du sud du pays, les plus pauvres de la péninsule, et la population venue d'Europe centrale et orientale, en particulier de nombreux juifs soumis dans la Russie tsariste à un statut politique, économique et religieux discriminatoire, à l'hostilité de la population qui aboutit périodiquement à des pogroms. Les immigrants sont issus du monde rural mais sont contraints de s'installer dans les villes sauf les Allemands qui s'installent en nombre comme fermiers dans les terres du Middle West. Les autorités des États-Unis les accueillent avec bienveillance car son appareil productif a besoin d'eux pour assurer son développement. Ils constituent une main-d'œuvre bon marché pour une industrie en plein essor et les nombreux travaux publics que nécessite l'aménagement du territoire immense. L'intégration de ces nouvelles populations et leur coexistence pacifique, bien qu'à nuancer en particulier dans les grandes villes comme New York, la portée d'entrée des immigrants... Ça s'appelle ok. Tu comprends pas tout, c'est normal, je lis très 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 mal.
Bref, l'intégration de ces nouvelles populations est facilitée par plusieurs facteurs. Le dynamisme économique de cette période, créateur de nombreux emplois peu qualifiés. Une organisation sociale fondée sur le communautarisme qui permet à l'immigrant de s'intégrer progressivement à un environnement nouveau en étant par ailleurs soutenu par sa communauté, et un modèle politique mature protégeant les libertés individuelles, politiques et religieuses. Ces conditions favorables offrent à ces immigrants avides d'échapper au sort qu'ils ont connu en Europe la possibilité d'améliorer peu à peu leurs conditions de vie. En réalité, ce sont surtout leurs descendants, parfois après plusieurs générations, qui verront ces conditions de vie s'améliorer réellement. Au prix d'importants sacrifices, alors je reviens sur la phrase d'avant parce que du coup c'était des parenthèses. Possibilité d'améliorer peu à peu leurs conditions de vie au prix d'importants sacrifices. La vie dans les quartiers d'immigrants des grandes villes est extrêmement difficile et d'une vie de dur labeur. En fait, c'est chiant les parenthèses. Je sais pas comment les façons de le dire. Par contre, elle me saoule un peu cette musique. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Ouais, c'est guère mieux quoi, mais bon, c'est pas grave. À la fin de la guerre de sécession, l'Amérique est encore largement un pays de fermiers selon l'idéal de... Pourquoi on en arrive à là? Ouais, bah c'est pas grave. Est encore largement un pays de fermiers selon l'idéal de Thomas Jefferson. À la fin du XIXe siècle, l'agriculture n'y est plus la première activité économique. L'Amérique industrielle et urbaine triomphe. En 1860-1890, le nombre de villes dépasse les 100 000 habitants. Des villes dépassant les 100 000 habitants a triplé. New York compte 1,5 million d'habitants, Philadelphie 1 million. Les gratte-ciel, les tramways, le métro, l'éclairage urbain électrique et d'autres innovations techniques caractérisent les grandes villes américaines. Les villes sont des lieux d'accueil pour les immigrants et les agriculteurs ruinés qui y trouvent du travail dans l'industrie. C'est à la ville que naît le nouveau mythe américain, celui du self-made man, incarné par Andrew Carnegie, un immigrant écossais. Dans un contexte de liberté économique presque totale, qui n'est pas sans générer des abus, je ne vais pas te dire ce qu'il y a entre parenthèses, ça va être émergent de grandes puissances bancaires et financières ainsi que de grands groupes industriels. L'activité économique en général et la croissance de ces grands groupes en particulier est soutenue par plusieurs facteurs. La recherche de la réussite individuelle et son corollaire, l'esprit entrepreneurial issu de l'éthique protestante, l'immensité du territoire dont l'aménagement procure d'énormes ressources agricoles et en matières premières et crée par ailleurs des débouchés importants pour l'industrie. Une main-d'œuvre nombreuse et peu organisée, donc peu chère, des capitaux en abondance rendus plus facilement mobilisables grâce à la structuration du secteur bancaire et financier, la rationalisation des processus industriels, le progrès technique, un marché de consommateurs important et en rapide expansion qui offre de nombreux débouchés, et le soutien des pouvoirs publics et l'absence d'une véritable régulation économique, qui ne permet pas de freiner le processus de concentration et aboutit à des situations quasi-monopole. Cette période est caractérisée par l'émergence de grands capitaines d'industrie comme Cornelius Vanderbilt, transport maritime et ferroviaire, John Pierpont Morgan, la banque, J. Gould, transport ferroviaire et finances, Andrew Carnegie, l'acier, John Davison Rockefeller, raffinage du pétrole et distribution de produits à base de pétrole. Comme dans tout pays engagé dans un processus
l'industrialisation rapide, la condition ouvrière est particulièrement difficile avec des journées de travail de 12 à 14 heures, des salaires faibles, des logements indécents. Cependant, dans l'Amérique de l'âge du TOC, aucun mouvement syndical puissant ne parvient à se développer. Sans organisation efficace, contrairement aux entrepreneurs, délaissés par les partis politiques qui présentent les intérêts des dits entrepreneurs ou cultivent le clientélisme, les ouvriers multiplient les grèves. En 1877, une grève de cheminots paralyse le trafic depuis la côte atlantique jusqu'à l'ouest du Mississippi. Le président Hayes envoie des troupes fédérales en Virginie occidentale pour briser la grève. Plusieurs autres mouvements sont ainsi brisés par les forces de l'ordre. Ce n'est qu'en 1886 que naît la première grande organisation syndicale, l'American Federation of Labor, une fédération des métiers hautement spécialisés. Elle renonce à toute référence révolutionnaire ou passéiste. L'échec des mouvements ouvriers s'explique par plusieurs facteurs. L'acceptation par les travailleurs immigrants de dures conditions de travail, car nombre d'entre eux ont immigré aux États-Unis en raison de l'absence totale de travail dans leur région européenne d'origine. L'importance de l'armée de réserve de travailleurs constituée par des millions d'immigrants. Les valeurs américaines qui glorifient le travail comme vecteur essentiel de la réussite individuelle et la protection des intérêts économiques par les pouvoirs publics qui répriment durement toute velléité syndicale. Plein de mots que je connais pas. Pendant cette période, le monde agricole connaît une grave crise. En effet, à partir de 1873, les prix agricoles baissent. L'augmentation de la productivité ne compense pas la chute des prix. Les fermiers tentent de s'organiser. Mouvement des Grangers vers 1870, des Greenbackers vers 1880, l'Alliance des fermiers et des populistes vers 1890, et les farmers réclament l'inflation monétaire pour compenser la baisse mondiale des cours de produits agricoles et réduire leur endettement. La démocratie confisquée. L'âge du TOC est marqué par la mainmise des milliers d'affaires sur la vie politique. Des municipalités à l'élection des sénateurs, ils contrôlent la classe politique vénale qui soutient sans réserve leurs intérêts. Les hommes d'affaires parviennent à faire croire aux électeurs, principalement aux classes moyennes, que leurs intérêts sont ceux de la nation entière. C'est l'évangile de la richesse. Les partis politiques ne permettent pas le débat d'idées. En effet, le Parti républicain et le Parti démocrate sont des coalitions d'intérêts parfois antagonistes et ne sont plus guère, à partir de 1876, que des machines à remporter les élections et à pourvoir les... Attends, je vais la redire celle-là parce que... Alors, en effet, le Parti républicain et le Parti démocrate sont des coalitions d'intérêts parfois antagonistes et ne sont plus guère, à partir de 1876, que des machines à remporter des élections et à pourvoir les maintenir en place dans l'administration selon le système des dépouilles. Ce n'est qu'en 1883 que pour limiter les abus et les scandales liés au système des dépouilles que le président Chester Arthur fait voter la loi Pendleton. Elle fixe une liste d'emplois dont les titulaires sont désignés par une commission indépendante en fonction de leur capacité. À la fin du siècle, la nomination d'un fonctionnaire fédéral sur 2 dépend de la commission. Mais la collusion entre monde politique et milieu des affaires perdure à cause du coût grandissant des campagnes électorales. Pour remercier les associations industrielles protectrices qui ont aidé à l'élection de Benjamin Harrison, les républicains votent en 1890 le tarif McKinley.
Les tarifs douaniers sont tellement prohibitifs que certaines entreprises européennes choisissent de s'installer aux États-Unis, mais ils entraînent une hausse des produits industriels. Grover Cleveland est réélu président au moment où le pays connaît une crise économique sévère. Il répond aux nombreuses grèves et aux marches de chômeurs en faisant intervenir les troupes fédérales. Sa politique monétaire, fin du bimétallisme, mécontente les États du Sud et ceux producteurs d'argent. Les protestataires parviennent à imposer leur candidat au Parti démocrate, William J. Bryan, pour les élections présidentielles de 1896. Ce candidat défend. Oh là là, il va falloir que je fasse une pause. Ce candidat qui défend avec passion l'Amérique agraire chère à Jefferson et le bimétallisme effraie les milieux industriels qui soutiennent tous les candidats républicains William McKinley. La victoire de ce dernier marque la victoire définitive du capitalisme et une domination de 16 ans pour le Parti républicain. Il reste encore 2 beaux pavés. Un pays à la recherche d'une place dans le monde. Le début de l'interventionnisme. La politique étrangère des États-Unis est restée fidèle au testament de George Washington et à la doctrine Monroe. Les Américains, tous absorbés par la conquête de l'Ouest et leur développement industriel, ne sont pas dotés des atouts de grande puissance. Pierre Malandrin établit un lien entre le début des ambitions internationales des États-Unis, la prise de conscience de leur suprématie industrielle ainsi que la fin de la frontière, je t'en foutrais une, mode fortière, de la frontière en 1890. En 1880, il n'y a presque pas de flotte militaire et commerciale. Les effectifs de l'armée sont très réduits. Dans les années 1880, le gouvernement fédéral commence à développer la marine militaire. Elle passe du 12e rang mondial en 1883 au 3e en 1906. Il s'assure aussi de base à Pearl Harbor et dans les Samoa. L'acceptation facile de l'annexion de Hawaï par le Sénat en 1898 montre que les esprits sont mûrs pour l'aventure expansionniste. Désireux de détourner la colère populaire due à la crise économique, les responsables politiques entretiennent auprès de l'opinion publique une grande susceptibilité nationaliste avec l'aide de 2 journaux à grand tirage. Le The World et The Journal. Le 15 février 1898, une explosion a lieu à bord du Maine, ancré dans le port de La Havane à Cuba, alors colonie espagnole, entraînant la mort de 266 hommes. McKinley cède à l'opinion publique et envoie un ultimatum à l'Espagne le 29 mars et part en guerre contre elle le 25 avril. La splendide petite guerre est une véritable promenade militaire. Cuba est occupée le 16 juillet. Entre mai et août 1898, l'amiral George Dewey fait la conquête des Philippines. En décembre 1898, les États-Unis reçoivent de l'Espagne Porto Rico, l'île de Guam par le traité de Paris et achètent les Philippines. Cuba devient indépendante, mais très vite les Américains renoncent à l'aventure coloniale échaudée par la révolte de patriotes aux Philippines et par les difficultés engendrées par les possessions de terres lointaines. Ils préfèrent se tourner vers la conquête pacifique des marchés étrangers comptant sur leur suprématie économique pour s'imposer sur les marchés. Les Américains reprennent les travaux laissés par les Français pour la construction du canal de Panama. Les négociations avec la Colombie, dont Panama est alors une province, n'aboutissant pas, les États-Unis vont soutenir les sécessionnistes panaméens, conduisant à l'indépendance du Panama en 1903. En 1917, les États-Unis entrent en guerre auprès des Alliés,
dans la Première Guerre mondiale. Le corps expansionnaire américain, constitué en mai 1917, est commandé par le général Pershing. De 150 000 soldats américains présents en janvier 1818 en Europe, ce chiffre monte à près de 2 millions en novembre, participant grandement à la victoire alliée sur le front de l'Ouest. Au cours de cette période, les États vont aussi l'être en... Au cours de cette période, les États-Unis vont aussi être une source importante de céréales pour approvisionner l'Europe en pénurie à cause de la guerre, ce qui modifie profondément l'agriculture du pays. Les prix des céréales montent, les agriculteurs américains prennent des hypothèques pour acheter des terres. La superficie cultivée en blé américain progresse de 13 millions d'acres en 1910-1915. Après de nombreuses émeutes de la faim, plusieurs États lancent des investigations sur la commercialisation des céréales. Dernier paragraphe, le renouveau de la démocratie. Au début du XXe siècle, l'idéal américain semble menacé. Le pouvoir d'achat des ouvriers tend à se dégrader. Le flot d'émigrants qui arrivent chaque année aux États-Unis est accusé de créer une pression à la baisse sur les salaires. En effet, cette période montre l'apogée de l'immigration aux États-Unis. De 1902 à 1910, 9 millions de personnes débarquent aux États-Unis, dont 1,3 million pour la seule année 1907. Elles sont 4,5 millions de 1911 à 1915. Ces nouveaux venus, italiens catholiques et juifs, inquiètent les dirigeants protestants. Ils représentent près de 40% de la population des grandes agglomérations où ils vivent regroupés selon leurs origines. La concentration monopolistique des industries constitue une autre menace au modèle américain de réussite. En 1909, 1% des firmes assurent 44% de la population industrielle. Ainsi, en 1901, l'US Steel Company a pu prendre le contrôle de la plupart des aciéries. Le mouvement progressiste apparaît dans les premières années du XXe siècle. Face au triomphe de l'évangile de l'argent, il a comme objectif de réformer le gouvernement pour qu'il œuvre pour le bien commun et non pour les intérêts industriels dont les abus sont dénoncés. Les progressistes appartiennent à tous les groupes sociaux. Ils trouvent des délais actifs parmi les journalistes, les muckrakers comme Lincoln Stephens, qui décrit les problèmes urbains dans son célèbre livre The Shame of the City. Il dénonce les pratiques frauduleuses ou abusives des industriels, la mise en danger de la municipalité, instaure le référendum pour les grandes décisions. En 1901, Theodore Roosevelt, qui soutient les réformistes, devient président après l'assassinat de McKinley. En 1906, il fait voter par le Congrès une loi visant à garantir aux consommateurs une véritable sécurité sanitaire, qui s'appelle Pure Food and Drug Law. Il utilise la loi Sherman antitrust pour mettre fin aux agissements nuisibles de certains trusts comme la Northern Security Company, qui avait le monopole des chemins de fer dans le nord-ouest des États-Unis. Son action est continuée par Taft, qui parvient à briser le monopole de la Standard Oil et de l'American Tobacco Company. Roosevelt est resté dans la mémoire des Américains comme étant le premier président à se soucier de la préservation de la nature et à avoir créé un parc national. En 1912, la division du camp républicain permet au démocrate Woodrow Wilson de l'emporter avec 42% des suffrages. Parmi les réformes qu'il initie, on peut citer la création de la réserve fédérale en 1913, les Federal Trade Commission Act et le Clayton Antitrust Act de 1914 qui permettent le renforcement des contrôles sur les monopoles
et l'instauration de commissions pour enquêter sur les pratiques des entreprises faussant la libre concurrence. Je vais m'arrêter là. Et le reste, je sais pas si je referai une petite vidéo ou pas. Il n'y a pas grand chose d'écrit. Bon, on verra. Voilà. Allez, bonne nuit Péra. Bisous.